c'est très facile d'y tomber, c'est pas toujours facile d'en revenir. Il était plein, j'avais 3 mois, donc mars, oui c'est ça, juin. J'avais 3 mois d'avance, j'avais une visibilité très confortable. Mon agenda était plein. Et le lendemain, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 histoires, le podcast au cours duquel nous partageons avec vous 1, 2, 3 histoires en compagnie d'un invité inspirant ou d'une invitée inspirante. Et pour aujourd'hui, c'est une invitée que nous recevons. C'est une personne qui a son parcours, qui a réalisé des choses et qui a 1, 2, 3 histoires à partager avec nous aujourd'hui. Nous avons le privilège et le bonheur de l'accueillir. Elle est gérante de Eviseo Conseil à Paris depuis 2006. Elle est née d'un père béninois et d'une mère martiniquaise. Un enfant, 2 chats. Elle est consultante. Elle est consultante et formatrice en management. Elle est coach, sophrologue et praticienne en hypnose. Elle est fan des techniques narratives. Des techniques narratives. Elle a plusieurs livres en préparation et utilise de temps en temps les cartes de tarot et d'oracle pour ses accompagnements en leadership. Aujourd'hui, nous avons le privilège et le bonheur d'accueillir Elisabeth Vieira. Elisabeth, bonjour. bonjour Brice, merci pour cet accueil formidable. Merci à toi d'avoir pu trouver le temps finalement pour qu'on se voit parce que c'est pas évident. Tu es très sollicité et donc moi je suis très très reconnaissant aujourd'hui qu'on puisse faire cet enregistrement que nos amis, les internautes vont voir en différé. Et merci beaucoup pour ton précieux temps. Reçois ma gratitude et celle de toute mon audience. Merci beaucoup, merci Brice, merci à tous de votre accueil. Évidemment, je te remercie aussi parce que pour moi, c'est un privilège et une chance aussi de pouvoir m'adresser de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est vraiment formidable. C'est moi qui te remercie. Super. En tout cas, avec le digital aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Donc, tu es au Canada en ce moment à l'heure où tu nous parles. Pourtant, oui. Tu es encore sur la France. Tu es dans quel coin précisément en France? Alors, je suis tout près de Paris. Je suis dans une ville qui s'appelle Pantin. Donc, c'est vraiment le sud de Paris, mais qui touche Paris, vraiment. Donc, dans la région parisienne. On appelle ça la région parisienne. C'est ça, c'est l'Île-de-France? Alors, l'Île-de-France, c'est la région parisienne. Ça dépend de le vocable qu'on utilise, mais on va dire soit la région parisienne, soit l'Île-de-France. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais on parle de la même zone géographique, je te rassure. Ok, super. C'est un peu comme le Grand Montréal ici aussi. Il y a Montréal, il y a la rive nord, il y a la rive sud. Donc, c'est à peu près les mêmes organisations. Merci beaucoup une fois de plus. J'ai failli dire Vieira. Comme je te disais la dernière fois, j'ai 2 amis qui s'appellent Vieira, c'est leur prénom. Oui, elles sont béninoises aussi, mes 2 amies là. Donc je disais, Elisabeth, que tu as 3 valeurs principales: la liberté, l'équité, justice, et puis le respect. Et tu aimes apprendre, enrichir tes connaissances, tu aimes découvrir suivre des émissions de télévision, de temps en temps des bonnes séries télévisées, et puis tu aimes réseauter également. Oui. Alors là, on te connaît un peu, mais on ne te connaît pas assez. Est-ce que en 5-7 minutes, Elisabeth, tu peux nous parler de toi, nous raconter ton histoire? C'est la première histoire dans le cadre de ce podcast 3 histoires avec Elisabeth Vieira. Parle-nous de toi, Elisabeth.
Alors, je vais pas raconter toute ma vie, mais je vais peut-être commencer par ce moment de ma vie où je suis devenue entrepreneur. Et en fait, ça a commencé, et c'était pas du tout prévu. Hein. C'était pas du tout prévu. Je venais d'être licenciée, c'était en 2004. Et pour moi, l'objectif, c'était de trouver un nouvel emploi dans mon domaine, qui était à l'époque la qualité, donc le management des normes par les normes ISO 9001 et la sécurité au travail. Donc je cherchais un nouvel emploi, c'était ce que je croyais être mon objectif, mais en fait j'ai fini par me rendre compte que je traînais quand même des pieds pour trouver ce nouvel emploi. Je dirais même que aucun emploi ne me méritait. Et là ça a commencé à me poser des questions. Je me suis posé des questions justement et je me suis rendu compte que ce que je ne voulais plus, c'était que mon destin dépende d'un employeur, qui dépend de quelqu'un d'autre. Mais donc, ça, c'est pas écrit dans une petite annonce. Comment est-ce qu'on identifie l'entreprise idéale, celle qui nous convient le mieux? C'est pas écrit dans une petite annonce. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas, c'était en 2004, donc il n'y avait pas tous ces outils pour évaluer son entreprise, dire ce qu'on en pensait, etc. Tout ça, ça n'existait pas. Et à l'époque, les boss, comme si on prend le vocal des jeux vidéo, les boss du jeu, c'était les employeurs. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais à l'époque, c'était les employeurs. Et puis, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais puisque tu n'as pas de réponse à ta question, si c'est quel employeur, quelle entreprise, comment faire quoi, je me suis dit que peut-être je ne me posais pas la bonne question. Et la bonne question, c'était en fait, et si tu devenais ton propre employeur? Et la deuxième bonne question, c'était, et pourquoi pas, en fait. Ça a commencé un petit peu à tourner dans ma tête, et donc je me suis dit, oui, pourquoi pas. Il faut oser. Autour de moi, personne n'est employeur, qui est dirigeant d'entreprise. J'avais pas de modèle en fait, mais je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc voilà, avec ce que je connaissais de mes clients en tout cas. Donc je suis un petit peu allée à la pêche aux réponses. Je suis allée à la chasse au trésor en quelque sorte pour pouvoir voir ce que je devais faire. Et si je m'étais écoutée, parce que j'ai un peu tendance à, une fois que j'ai décidé quelque chose, à foncer. Si je m'étais écoutée, j'aurais tout de suite créé mon entreprise. Je serais allée au greffe du tribunal de commerce à Paris, et puis j'aurais déposé les statuts, et puis voilà, sans client, sans rien. Donc voilà, je me suis pas précipitée. Je me suis pas précipitée parce que à un moment donné, j'ai posé la bonne question à la bonne personne et qui m'a donné la bonne réponse. Donc j'ai posé une question à quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Bref, j'ai posé des questions jusqu'à enfin trouver la bonne question. Et la bonne question, c'était tu veux prendre ton destin en main, mais ça se fait pas n'importe comment. Il y a des étapes, il faut se former, il faut savoir ce que tu veux faire. Et sache que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, en France en tout cas, très très rapidement à l'époque, tu devais commencer à mettre des sous de côté parce que le Trésor public et l'URSSAF, comme on les appelle ici, venaient toquer à la porte. Donc heureusement, j'ai freiné et j'ai commencé en fait à prendre mon destin de façon un peu différente et j'ai recherché des gens dont c'était le métier d'accompagner les entrepreneurs. Moi, j'accompagne les entrepreneurs, mais sur l'amélioration continue, sur l'amélioration de leur bien-être. Et moi, je ne connaissais pas à l'époque, en tout cas, la création de l'entreprise. Donc, je suis allée voir les bonnes personnes au bon moment. Et c'est comme ça donc que j'ai pu démarrer mon entreprise. Ok, super. L'histoire que tu me racontes, elle ressemble à celle que j'aurais voulu que tu me racontes en parlant de l'histoire derrière l'entreprise que tu as créée. On aurait voulu en savoir un peu plus sur toi. Tu as grandi comment? C'est quoi les obstacles auxquels tu as fait face pour nous permettre de te connaître un peu plus? Donc, on va dire que là, tu as donné des précisions par rapport à l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise est née? Et on voit très bien, tu aides les entrepreneurs à passer à un niveau supérieur et tout en restant même. C'est assez intéressant. Alors, raconte-nous une deuxième histoire, si tu veux.
s'il y a une autre histoire derrière la création de l'entreprise, écoute, ça nous fait plaisir de l'écouter. Sinon, ça nous ferait plaisir d'en savoir un peu plus sur toi, ton enfance, tes challenges, et voilà. Alors, oui, il y a une deuxième leçon, évidemment, que j'ai tirée de tout ça. L'histoire derrière l'histoire, elle commence il y a quelques années, elle commence en 2012. Donc, j'étais à peu près, depuis aujourd'hui, j'étais peut-être à un peu plus de 5 ans de création de mon entreprise. Et pour ça, il faut que je me rappelle le moment où j'ai créé mon entreprise. Hein. Je venais d'être, licenciée. J'avais passé des années à travailler à fond. J'étais épuisée et j'étais surtout très déçue, très amère en fait, de m'être retrouvée au chômage pour raison économique, hein, malgré le fait que je me suis mise à fond dedans, je me suis impliquée à fond, mon employeur aussi, ça n'a pas suffi. Donc au début, on va dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, la seule possibilité, la seule option qui était possible pour moi, c'était de créer mon entreprise. Créer mon entreprise, ça me permettait justement de me sentir libre, d'être là pour ma famille, de pouvoir partir en vacances quand je le voulais, de pouvoir à demander l'autorisation, etc. Au début, c'était mon objectif, c'était ma vision. Et puis, en fait, j'ai compris que déjà, quand on est entrepreneur, et quand on est seul comme moi, notre entreprise, c'est nous. Nous sommes notre entreprise. Tout est lié. Et ça, je m'en étais pas rendu compte, j'avais pas compris, personne ne m'avait sensibilisé là-dessus. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si simple de pouvoir faire ce qu'on voulait avec son entreprise. Quand j'ai créé mon entreprise, j'avais une vision. J'ai dit, c'était m'occuper de ma famille, être libre, partir en vacances quand je veux, avoir des week-ends, etc. Ne devoir rendre de compte à personne. Sauf que cette vision, elle s'est dénaturée, elle s'est transformée, elle s'est détruite. Je l'ai laissée en fait se détruire cette vision. Parce qu'à force de vouloir être libre, j'ai oublié pourquoi je voulais être libre. Et ma vision, elle était devenue il faut gagner de l'argent, car on ne sait pas de quoi demain est fait. Inconscient, hein, tout ça c'était complètement inconscient. Et donc je me suis dit la seule façon que j'avais de gagner de l'argent, c'était de travailler. Hein. Donc j'ai travaillé. D'abord de plus en plus tard, les grandes journées, puis ensuite c'était les week-ends, les longs week-ends. J'avais de grandes semaines, je partais plus en vacances, je ne sortais plus, je ne voyais plus d'amis. D'ailleurs, c'était plus vraiment des amis, c'était aussi le moment où je me suis rendu compte de qui était mon ami et qui ne l'était pas. Et puis le pire du pire, j'ai accepté des missions de plus en plus loin de chez moi qui m'obligeaient à dormir dans des hôtels très loin de, j'allais dire la civilisation, mais dans pleine campagne, dans des endroits où peut-être ils n'avaient même jamais vu de noir de temps en temps. Donc voilà, je me suis retrouvée dans des endroits pas possibles. Et en fait, un jour, évidemment, tout est revenu en boomerang. Hein. Je me suis aperçue que j'avais laissé des personnes avoir du pouvoir sur moi, sur ma vie professionnelle et sur ma vie privée, forcément. Tout ça pourquoi ? Parce qu'elles me permettaient de gagner ma vie. C'était des clients, c'était surtout des partenaires qui me recommandaient à d'autres clients, d'autres partenaires pour que je puisse gagner ma vie. Et ça, tout ça, c'était inconscient. Ça s'est fait progressivement, parce que j'étais toujours à la recherche d'argent. Et ce qui m'a fait me rendre compte de tout ça, c'est qu'à un moment donné, évidemment, j'ai craqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais complètement oubliée en chemin. J'avais oublié le sens de tout ça. Pourquoi est-ce que je faisais ça ? Pourquoi j'étais à mon compte ? Pourquoi est-ce que je travaillais ? Alors certes, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore mes clients, j'adore les relations, tous les à côté. Mais j'avais oublié que quand même, hein, j'avais une famille, j'avais une belle vie de famille. En tout cas, j'aurais pu en avoir une belle si je m'étais donné du temps, si j'avais m'étais libérée du temps. Et ça, j'avais oublié que je voulais ça, que je voulais avoir du temps pour moi. Or, j'en avais plus. Tout était pour mes clients. C'est plus possible. Je m'étais retrouvée, j'ai l'image, vous savez, les rats là, dans leur cage, et puis qu'à un moment donné,
On parle souvent du hamster qui court. Voilà, ils ont besoin de faire un peu de sport, donc ils courent dans la roue. Ils ont l'impression de courir et d'aller loin, mais en fait, non, ils courent sur place et ils s'épuisent pour rien. Et en fait, j'étais tombée là-dedans, dans cette espèce de cercle vicieux, dans lequel souvent les chefs d'entreprise qui sont comme moi entrepreneurs seuls, ils peuvent tomber. Parce qu'on pense que on doit tout donner à son entreprise, tout donner à ses clients, tout donner à ses partenaires. On doit être reconnaissant parce qu'ils nous donnent de l'argent pour gagner, pour payer notre loyer. Non, en fait, non. On doit d'abord être reconnaissant à soi-même. D'abord, ça c'est la première chose. Et peut-être aussi à notre famille qui nous aide quelque part à atteindre nos objectifs. Donc, et aussi, du coup, c'est aussi une erreur parce que je me suis rendu compte que en réfléchissant aussi comme ça, on y laissait sa santé, j'y ai laissé ma joie de vivre, et puis, au final, la boucle est bouclée, j'y ai perdu en efficacité et en performance. Et ça, comme je suis assez professionnelle et que j'ai pu rebondir, je pense que mes clients ne s'en sont pas rendus compte, mais ça aurait pu quand même. Donc, ce cercle vicieux, c'est très facile d'y tomber, c'est pas toujours facile d'en revenir. Et pour y revenir, justement, ce que je recommande aux entrepreneurs, c'est toujours à un moment donné de revenir à l'essentiel. Pourquoi je fais tout ça? Prendre du recul et se demander qu'est-ce qui est important là, maintenant, à ce moment de mon existence, de ma vie. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que je suis obligée de faire les choses de cette manière? Est-ce que je suis obligée d'accepter ce client? Quels vont être les enjeux derrière? Qu'est-ce que ça va impliquer pour moi, pour ma santé, pour ma famille, pour ma vie personnelle? Qu'est-ce qui risque de se passer si je dis oui, si je dis non? Et puis surtout, dans 5 ans. Et c'est aujourd'hui seulement que je me pose cette question. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est pendant le confinement. Pourquoi? Dans 5 ans, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux toujours être là où je suis là aujourd'hui? Et qu'est-ce que je devrais faire? Okay. Voilà ce que j'ai appris de tout ça. Et, wow. et tu vois, entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est difficile de faire... de faire un, comment dire, de partager les vies. On aimerait bien savoir c'est quoi l'histoire derrière 2020, ce que ta plus grande leçon de 2020. Ma plus grande leçon, même si je le savais, même si intellectuellement je le savais, ma plus grande leçon, c'est que rien n'est jamais acquis. Rien. Mon agenda en février, alors en mars, pour la France, c'était début mars. Début mars, mon agenda, il était plein. Il était plein jusqu'à avril-mai. Ouais, jusqu'à mai. Mai-juin. Il était plein, j'avais 3 mois. Donc, mars, oui, c'est ça, juin. J'avais 3 mois d'avance, j'avais une visibilité très confortable. Mon agenda était plein. Et le lendemain du discours du président Macron, donc du président français, mon agenda, il s'est vidé. Donc, du jour au lendemain, quasiment, plus rien dans mon agenda. Et j'ai compris qu'on ne construisait pas sa vie, son avenir, ses vacances, etc., son existence sur un agenda. J'ai envie de dire ça comme ça. La vie, c'est pas un agenda, c'est pas les 3 mois d'avance sur un agenda, parce que jamais rien n'est acquis. Et ça, je l'ai compris. Il faut construire sa vie sur soi, sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on est, pour pouvoir rebondir. Et heureusement que j'ai de la curiosité, que je sais regarder au loin, que j'ai su aussi me poser. Ça m'a pris une semaine, hein, j'ai été assommée, donc j'étais pas la seule, j'étais complètement assommée pendant une semaine, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que c'est que cette situation dans laquelle on se retrouve? Et il m'a fallu une semaine pour pouvoir rebondir. Et heureusement que j'avais encore un petit peu de ressources, que j'étais pas complètement épuisée. Ça m'a permis de me poser beaucoup de questions, encore une fois. Pendant le confinement, je me suis posé beaucoup de questions, pas toujours les bonnes, parce que des fois, j'ai eu des réponses. Il m'est arrivé d'écouter des prophètes qui n'étaient pas les bons prophètes. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise aussi. Tout peut changer du jour au lendemain. Il faut avoir un plan B. 2, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et vous avez toujours des gens qui, inconsciemment ou consciemment, malheureusement, vont profiter des situations de flottement. Et il faut toujours trouver le moyen de se retenir.
quelque part et de ne pas compter sur quelqu'un d'autre parce que ce sera peut-être pas la bonne personne. Et là, j'ai compris que toutes les réponses à toutes les questions que je pouvais avoir étaient déjà présentes en moi. Donc, d'abord poser les questions et chercher les réponses en soi. Et parmi ces questions, justement, est revenue encore la question de l'argent. Et finalement, la vraie question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Là, j'avais plus de ressources, plus de rentrée d'argent. Et en dehors de ça, de quoi j'avais besoin finalement? Heureusement, je reconnais, j'avais de la trésorerie d'avance. Mais donc, dans ma situation à moi, et je ne remets en cause l'existence de personne d'autre, hein, c'est mon histoire à moi, je n'ai jamais vraiment manqué d'argent. Je ne dis pas que je suis millionnaire. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai toujours trouvé le moyen de payer mon loyer, même si c'était avec 3 mois de retard, de payer mon loyer, de payer à manger pour ma famille, de m'habiller, d'habiller mon enfant, etc. J'ai toujours trouvé les ressources, en tout cas. Ou j'ai toujours trouvé les ressources pour pouvoir aller en chercher d'autres ou garder celles que j'ai déjà. Ça aussi, c'est important. Savoir ce qu'on a autour de soi et savoir le fructifier. Ça, c'est important. En tout cas, aujourd'hui, la boucle, encore une fois, est bouclée. Quand j'ai créé mon entreprise, j'avais un besoin de liberté. Et aujourd'hui, c'est une valeur qui est revenue vers moi, mais de façon encore plus puissante. Aujourd'hui, je sais que j'ai vraiment besoin d'être libre. Et surtout, j'ai aussi besoin d'aider les autres à se rendre libres. Merci beaucoup, Elisabeth, pour toutes ces belles histoires riches que tu partages avec nous aujourd'hui. Du coup, j'aimerais savoir, aurais-tu 1, 2 ou 3 livres à nous suggérer, à mon audience qui nous écoute aujourd'hui? Oui, alors le premier, c'est évidemment les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je sais que ça peut paraître très facile, on en parle beaucoup à tort et à travers, mais vraiment ce livre, je l'ai découvert en 2011, il a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, et notamment le 2e accord. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'était vraiment important. Le 2e livre que j'ai envie de conseiller, les Français peut-être le connaissent mieux, c'est le livre de Stéphane Hessel et qui s'appelle Révoltez-vous. Révoltez-vous. C'est un livre à l'époque qui a fait beaucoup parler de lui et qui est pareil, hein, qui doit avoir peut-être 5 ans, entre 5 et 10 ans, je me souviens plus, mais qui aujourd'hui me paraît tellement d'actualité que je vous invite vraiment à le lire. Et puis le 3e, alors là ça revient ça date de mon enfance, hein, mais je recommande n'importe quel livre d'Agatha Christie, n'importe quel roman d'Agatha Christie. Vous allez passer une merveilleuse soirée. En tout cas, moi j'ai passé des soirées fantastiques à lire les romans d'Agatha Christie, que ce soit Hercule Poirot ou Miss Marple. On est sûr de passer une très bonne soirée, en tout cas un très bon moment. Et puis évidemment, à côté de ça, pour être peut-être plus pro, vous pouvez lire ou écouter tout ce que Simon Sinek peut dire, ou Gary Vaynerchuk par exemple, qui sont des personnes pour moi assez inspirantes. Et puis bien sûr, j'allais oublier, c'est Lisa Nichols. Lisa Nichols qui est aussi très très inspirante. Super. Merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce que tu as une dernière parole, un dernier mot à dire à notre audience? Eh bien, j'ai envie de dire, je vais reprendre les mots de Stéphane Hessel, hein, rebellez-vous. Rebellez-vous, mais prenez soin de vous. C'est le plus important. Prenez soin de vous, de vos proches. Et si vous êtes seul, prenez soin des personnes qui sont à côté, de vos voisins, des personnes qui sont dans la rue peut-être aussi. S'occuper des autres, c'est aussi s'occuper de soi. Ça, c'est important. Super. Merci beaucoup. Merci. Ça passe très vite le temps. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Elisabeth. Et puis, on te souhaite le meilleur. À très, très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de partager avec quelqu'un, quelque part, ça peut aider quelqu'un. Et aussi, si vous avez besoin d'en savoir davantage sur Elisabeth, je laisse ses coordonnées quelque part dans la description, en haut ou en bas, selon la plateforme où vous regardez cette vidéo. Merci infiniment d'avoir été avec nous
et à très bientôt pour un nouvel épisode de 3 histoires. Au plaisir.